Quel prix est prêt? On se voit ici alors. Ça marche. Ouais, moi j'ai eu, je pense qu'à la fin j'ai décroché, je suis d'ailleurs je sais plus comment ça fait. Chaque année on invite un certain nombre de réalisateurs et puis c'est vrai que on propose à certains donc de faire un café ciné et c'est des personnes qui ont fait donc un parcours cinématographique. Vous en avez pour certains l'habitude puisque vous avez déjà assisté à ces rencontres. Et ça nous intéressait particulièrement de proposer à Bernard Muniez de faire cette discussion parce qu'il y a des films que l'on regrette de ne pas vous montrer au festival, que l'on a découvert aussi à cette occasion, donc c'était films précédents. Et j'avais très envie qu'il nous parle de sa démarche parce que on est dans un cadre un peu différent du cinéma documentaire ou de fiction que vous pouvez voir d'habitude. On est plus dans un cinéma de performance, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir nous en dire. Et donc j'avais très envie qu'il nous fasse découvrir sur ce temps-là, puisque ce soir en salle on parlera beaucoup plus de son film qu'il vient de terminer, mais là déjà d'aborder un peu son parcours à lui. Je vis à Bruxelles, je suis né à Bruxelles. Donc la première chose qu'on me pose ici, c'est ouais, tu es là-bas pour fuir l'ISF. Donc en fait, je suis né à Bruxelles. Tu n'as rien fui du tout. Voilà. Comme disait Ziegler hier, c'était le hasard de ta naissance, voilà, de ton lieu de naissance. Et une chance aussi, puisque mes cousins qui sont nés de l'autre côté de la frontière ont été élevés dans un creuset de croyances. Et je crois que ça aurait été plus difficile pour moi de grandir dans la cohérence de ces croyances plutôt que d'être en Belgique avec un pas de côté qui permet plus de mobilité sociale. Je suis content, très content d'être avec vous parce que vous avez tous ici la volonté profonde d'avancer vers l'excellence du bien, l'excellence du beau, l'excellence du bon pour l'homme que nous servons. Comment puis-je vous aider tous à réussir le présent tout en préparant chaque jour le futur? Je vais essayer de vous exprimer quelle est ma vision, quel est mon projet, quelle est ma stratégie, quel doit être notre avenir. En tout premier lieu, je voudrais vous rappeler, il n'est de richesse que d'hommes. C'est pourquoi nous tous ici, nous sommes une partie très importante de la richesse. Car nous avons en charge, chacun d'entre nous, la même mission, celle d'être un entraîneur d'hommes et de femmes, vers plus de possibilités à l'évolution de la création, vers un meilleur service rendu pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. J'ai eu 3 ans de retard de ma scolarité. J'ai terminé à 21 ans avec l'équivalent d'un bac technique, donc c'était assez humiliant. Et quand on est jeune homme, d'avoir une identité si faible. Et alors je me suis retrouvé un peu par hasard dans la branche de l'art, enfin des arts. Et puis j'ai fait les études supérieures à Lacan, où il y a beaucoup de Français d'ailleurs. Et là, c'est un grand épanouissement. Donc j'ai étudié la sculpture. Donc ce qu'on m'a appris là, ou ce que j'ai choisi comme voie, c'est travailler les techniques d'assemblage. Donc il n'y a pas vraiment de technique propre ou de matériaux propres. Chaque matériau a sa grammaire et ses règles. Et donc je pratique la couture, la soudure et le montage. En vidéo, donc quand je fais un film, je crois, c'est pour moi une technique d'assemblage. Donc d'abord, il n'y a pas d'écriture avant. Quand il y a un sujet qui passe, je l'attrape par la queue, je le tiens bien et j'essaie de ramasser un plus grand nombre d'images possible, en essayant de rester neutre
parce que souvent j'ai dû apprendre à tenir la caméra. Souvent j'étais fâché avec la caméra, donc j'interagissais trop en tenant la caméra, donc j'ai dû apprendre à me taire, à plus me taire, en tout cas à me retenir. Vous posez un certain nombre de questions, hein. Vous avez un certain nombre d'idées, donc pour vous c'est exclusivement de la propagande et les acteurs n'ont pas de ressources, n'ont pas le capital culturel, comme vous disiez, suffisant pour se faire un jugement par rapport à cela, et donc vont être pris par la logique de l'exposition, et cela sans défense. Donc personnellement, je ne crois pas que ça soit juste... Non, moi je soulève la responsabilité de l'école. Je ne m'inquiète pas trop du public, je soulève la responsabilité académique de l'école. Puisque vous êtes partenaire, c'est la question que je vous pose. Votre responsabilité est là. Je me soucie plus de vous, en tant que directeur, que du public qui va voir l'exposition. Là, je suis clair. Mais je vous remercie de vous soucier de moi. Bon, parce que moi je me dis, il y a d'autres marques qui peuvent aussi, Nike, on peut faire l'architecture de la chaussure, BMW, enfin, ils peuvent tous y passer. Ça vous donnera l'occasion de faire d'autres films. Bon. C'est un peu là où on est la culture, non? Il y a un truc un peu inquiétant, moi. Je suis très inquiet. Donc j'apprécie pas, parce que je trouve que vous auriez dû me prévenir du... Enfin vraiment, moi j'ai été très extérieur à ça, donc je l'ai visité une fois, donc j'ai des difficultés à répondre sur le contenu. Donc parce que je l'ai vu, hein, mais de manière assez légère, disons. Et après, avec ce tas d'images, c'est parfois 40, 50 heures, on fait un film d'1h30, et c'est là où il y a l'écriture qui intervient par l'assemblage, justement. Donc le choix qu'on fait, ça passe par une écoute, une classification de la matière, et qu'est-ce qui est dit, faire des bulles de sens, et puis les assembler, et essayer de trouver une narration là-dedans, et faire un film d'1 heure ou d'1h30 sur avec une matière où on aurait pu en faire 50 autres, des films différents. Voilà. Allez Bernard, c'est la bonne là. Vas-y, c'est bon. Allez, allez. Allez, Bernard, c'est bon là. Oui, j'ai fait ça au problème. Venez. C'est vrai qu'au départ, je faisais plutôt des performances, et d'ailleurs j'en fais toujours. Ce qui m'intéresse, c'était... Ça a été déclenché, j'ai travaillé pendant 9 mois en brousse chez les Lobis. C'est un peuple qui vit à la frontière du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et là-bas, ils ont un rapport à la sculpture qui est très différent de nous, comment on considère les objets, puisque traditionnellement, chez ces gens-là, il n'y a pas de représentation du réel. Il y a le réel et il y a son double invisible. Et c'est par la prise de contact avec le double invisible des choses et des personnes qu'on peut comprendre ce qui se passe dans la réalité. Nous, pour comprendre la réalité, c'est pas la connaissance, elle vient par notre apprentissage par rapport aux techniques de représentation, les images, les textes et tout ça. Le savoir passe par là.
eux, le savoir, il passe par cette prise de contact avec les masses errantes, invisibles. Et le féticheur, c'est celui qui permet cet accès-là. Et alors, pour moi, il y avait un sens de la sculpture. Et le mot en lobiré de féticheur, c'est 10 heures de mots cachés. Et donc, je pensais que c'était une belle fonction, quoi, comme position. Bon, moi, je n'évolue pas dans un groupe magique de croyances, bien que dans certains cas, ça pourrait être vrai, mais pas le monde de l'art. En tout cas, j'ai pas envie de prendre ce rôle-là. Mais il y avait cette fonction que les hommes n'étaient pas spectateurs, mais acteurs du réel par cette prise de contact avec les masses invisibles et qui pouvaient intervenir sur leur périmètre, être acteurs des choses, mais seulement là où s'arrêtent leurs yeux. Au-delà de ça, comme il n'y a pas de représentation, ben, c'était l'impuissance en dehors du périmètre, là où s'arrêtent les yeux. J'ai pensé que la sculpture c'était ça en fait, cette capacité d'intervenir sur son périmètre et de sortir d'une forme d'impuissance dans laquelle on est un peu tous acculés par cette profusion d'images qui nous place en permanence en spectateurs et qui nous amène dans cette impuissance. Il doit rester combien de temps là-dedans hein? Il doit pas. Mais là j'ai l'impression qu'il veut sortir et qu'il n'y arrive pas. Quoi. Non? Le truc qui doit se faire. Je sais pas. C'est exprès, c'est vraiment comme comment il est attaché. Je l'ai pas regardé. Il a mal réglé pour il reste dans la bouteille, donc il est en bas. Ah oui, il est peut-être en train d'y passer. Tout le monde qui regarde. Ça va? Ok. S'il casse son fil, c'est fichu. En fait, tu vois la bouteille. Il n'arrive plus à respirer, on a l'impression. Donc la pratique de la sculpture et de la performance, c'était ça, c'était je construis un vêtement, par exemple un travail que j'ai fait qui a le mieux réussi, entre guillemets, j'ai construit un vêtement d'agent de sécurité et je me suis introduit dans un vernissage d'art contemporain qui était dans un espace qui était semi-privé, semi-public, mais où il y avait ce public de l'art contemporain cultivé, blanc, et puis c'était dans un quartier qui était un peu populaire, où il y avait des clochards, des gens issus de l'immigration, etc. Et je pensais que l'agent de sécurité, il était là pour faire la différence entre ceux qui peuvent rentrer et ceux qui doivent rester dehors. Et que le rôle dans l'art contemporain, c'est un peu ça, c'est que nous les artistes, en enrobant un peu avec des discours un peu compliqués, avec nos installations et tout ça, on crée une forme de distinction et de différence entre ceux qui peuvent accéder et ceux qui n'accèdent pas. Et donc c'était cette idée qu'on était les gardiens du bon goût des élites économiques, puisque en final, quand on est dans l'art contemporain, la réussite, c'est faire la déco chez les gens très riches, quoi. C'est ça l'aboutissement. Des jeunes gens qui sont là, qui disent ouais, ça c'est pas de l'art, c'est provocant. S'il y a des... Parce que les photos sont parfois un peu explicites, hein, des nudes et tout ça. Ils ne veulent pas entendre l'explication de ces dessins. C'est pas important pour eux. Ils disent non, c'est provocant, basta. Oui, c'est leur culture qui
qui ne permet pas ça, je ne sais pas, mais ça c'est pas juste, ce sont juste des gens qui veulent irriter, qui veulent provoquer, qui traînent ici dans la galerie. Et... Si c'est eux qui commencent avec une attitude agressive, c'est pas nous qui commençons avec ça. Peut-être que votre forme est agressive pour eux. Ils ne sont pas obligés d'entrer dans la vitrine. Hein. Et quand c'était ouvert, on était là pour expliquer. Hein. Et on voulait expliquer. Ce sont des œuvres très engagées. Hein. Ouais. Je parle de Tom of Finland, je parle de Valley Export. Pour les femmes, je parle de Minerva Cuevas, elle est très très engagée. Hein. Ils n'ont pas bien regardé, je pense, autrefois. Pour les droits des immigrants et tout ça. Ouais. Elle fait des projets spécialement pour les immigrants. Et les immigrants ne comprennent pas le projet? Non. Non, je pense pas. Je pense parce qu'ils ne regardent pas très bien. L'art, quand il devient politique, est-ce qu'il ne peut travailler politiquement que sur un public qui est cultivé, qui appartient déjà au public de l'art? Je pense que Minerva, elle fait ses projets pour un public cultivé. Oui. Les projets, elle ne fait pas pour les immigrants, hein. Elle fait pour le public du musée, de confronter avec des choses qui vont mal dans le monde. Mais c'est drôle que les autres gens ne comprennent pas. C'est dommage. Vous parlez d'art engagé, mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas qu'une rénovation physique de l'espace, qu'il y a une rénovation sociale qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a un public populaire qui est foutu dehors et un nouveau public qui est un public cultivé, qui comprend l'art engagé et qui en même temps va prendre la place d'un public socialement plus défavorisé. Donc est-ce qu'il n'y a pas on arrive à une espèce de contradiction peut-être? C'est possible, mais pour ça on doit savoir tous les détails. Et moi je ne sais pas tous les détails et je n'ai pas envie de savoir tous les détails. Comment ça se passe? Je ne sais pas, hein, moi. C'est dans les galeries Ravenstein, c'est à Bruxelles, et c'est un couloir entre les institutions. Il y a beaucoup de fonctionnaires publics qui passent dans cette galerie-là. Il y a les Beaux-Arts, et puis il y a la gare centrale. Et donc c'est un couloir élastique, un temps élastique, où les fonctionnaires, avant de rentrer chez eux par la gare centrale, dans les banlieues, ils passaient du temps là dans les cafés. Et donc le vide locatif était occupé par des galeries d'art contemporain. Et donc il y avait tout ce public qui se mélangeait. Et donc j'ai fait, durant le vernissage, 2 fois l'agent de sécurité. Et donc j'avais des copains qui filmaient. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie violence sociale qui apparaissait, puisqu'on me demandait des choses et puis on m'attribuait une fonction d'agent, entre autres de temporiser les gens de l'immigration et les clochards. Salut, ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui. Ça se passe bien? Oui, très bien. Ouais. Oui, on a un bon public? Oui, c'est un bon. À part ce monsieur qui est là-bas, le premier ici. Avec son petit sac par terre, avec son manteau. Vous voyez, avec son petit livre, le premier ici. Il y a un problème avec lui? Non, mais c'est lui qui a émis toute une installation. Personne qui savait. Donc on l'a enlevé. Vous avez retiré ça en fait? Mais oui, il faut la permission de Robelco et de nous. Donc on l'a retiré. Vous travaillez pour Robelco? Oui. Oui, vous êtes des galeries qui travaillent pour Robelco? Voilà. Et c'est moi, avec ce monsieur, où est-ce qu'il est? À lunettes, un grand. Oui, monsieur Yann. Là. Yannout et moi, nous avons organisé le tour avec Robelco. Vous donnez une image à Robelco, voilà. Un truc comme ça un peu. Oui, pour que le bâtiment vienne un peu mieux avec un autre public. Ramener un autre public? Oui, voilà. Et un peu mieux. Que pour vous, le boulot soit un peu plus agréable. Pour que ce soit plus agréable pour moi? Moi, je suis là pour faire justement la séparation des publics. Oui, mais c'est un public qui ne fout pas de merde, qui sont plus calmes. C'est des gens un peu à l'aise, plus à l'aise. Oui, c'est plus agréable. Donc nous, on est là pour faire un peu... C'est bien. La sécurité. Et ce soir, vous restez jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas, parce que au dispatching, ils m'ont pas vraiment dit jusqu'à quelle heure. Oui. Donc c'est comme vous voulez. Parce que la dernière fois, vous étiez parti vers je suis parti tôt, je crois. Et après, on a eu tous les clochards bourrés qui sont venus. Ah oui, ça c'est gênant. Et on a eu gênant. pas mal de problèmes. Ça c'est gênant. Oui.
Vous vous appelez comment? Delphine. Delphine. Oui, enchantée. Et vous, c'est? Nicolas. Nicolas, ouais. Très bien. Donc s'il y a quelque chose, vous m'appelez. Ça va. Ça va? Et vous aussi, hein, s'il y a quelque chose, vous m'appelez. Très bien. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir se trouver sur la frontière entre la culture et le grand capital, de voir comment l'un est pénétré par l'autre et sans aucune résistance. Dans ce film-là, dans d'autres aussi, j'ai fait un film dans une école d'architecture où c'est une marque de la grande distribution qui vient faire une exposition dans une école d'architecture du Bauhaus à la Cambre, et où il y a, en fait, sous le prétexte de l'architecture, on fait du storytelling, donc on fait toute l'histoire d'une marque dans un musée avec une caution académique que la marque n'avait pas du tout avant, quoi. La marque qui est le principal sponsor et qui est le sujet de l'exposition est représentée 120 fois dans l'exposition sur les documents, son logo, son enseigne, et l'enseigne lumineuse qui se trouve normalement sur la surface des bâtiments, se trouve à l'intérieur, tout en haut en néon dans l'exposition. D'un point de vue marketing, vous pensez c'est quoi les intentions de Deleuze? Alors la marque qui est représentée, par exemple le néon, c'est un objet qui vient des collections, il n'est plus utilisé à l'extérieur et il représente pour nous une création graphique à un certain moment donné. Je rappellerai effectivement qu'on vit dans une société où les marques sont musées. Il suffit de regarder les œuvres bien connues Campbell Soup, pour citer une marque, qui sont dans tous les musées du monde. À partir du moment où on montre une enseigne de 1960 en tube luminescent qui ornait un supermarché et que quelqu'un va nous dire c'est de la publicité déguisée, je dis non, c'est un objet significatif d'une époque qui est estampillé Deleuze bien sûr, mais c'est un objet significatif, c'est un objet qui a un intérêt esthétique, qui a un intérêt technologique et qui a aussi un intérêt historique. On est en plein dans le marketing là quand même. Mais non, pas du tout. Pourquoi? À ce moment-là, vous ne pouvez pas montrer la soupe Campbell d'Andy Warhol ou des choses pareilles. Il n'y avait pas de stratégie marketing au sein de l'exposition, non. Il y avait une volonté de communication au sein de l'exposition. Donc je pense que c'est différent. Je pense que l'exposition était un témoignage de notre histoire et donc il n'y avait pas une volonté de marketing derrière. Non. Beste klanten, het personeel en de directie heten u van harte welkom in de supermarkt Deleuze. Sur le site internet officiel de l'exposition, là on voit bien que c'est du marketing. Enfin, je ne sais pas quoi répondre à ça. Vous connaissez le site officiel de l'exposition? Bien entendu, puisque c'est en grande partie moi qui l'ai fait, avec les gens de l'agence. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est pas du marketing? Mais qu'est-ce que vous appelez marketing? Parce que le nom de Deleuze apparaît? C'est que le nom de Deleuze, c'est que l'histoire d'une marque. Mais c'est un site supermarketexpo.be. Si vous avez bien regardé le site, vous voyez qu'on ne parle pas uniquement de Deleuze, on parle aussi d'un tas d'autres choses. On parle de l'histoire de Deleuze. Non, on parle de l'histoire du supermarché. Et alors on montre comment Deleuze s'est inscrit dans cette histoire du supermarché. Regardez la Nuit du Temps qui se trouve en dessous. Mais on ne voit qu'une seule enseigne. Mais oui, alors, bien sûr. Donc c'est pas du marketing. Mais non, c'est pas du marketing. Bon, je suis étonné. Je suis étonné que vous refusiez ce terme-là. Non, ce n'est pas du marketing. C'est de l'histoire. Donc on a une école, un service public qui se laisse complètement envahir par... donc c'est le fameux partenariat public-privé où il y a une entreprise qui vient avec ses archives et qui sont valorisées dans une école. Donc la Cambre qui est de Émile Van de Velde, et donc il y a tout le Bauhaus qui vient ajouter une caution culturelle à une marque prosaïquement de grande distribution. Et comme je suis lié à ça, évidemment, quand j'arrive dans l'exposition, que je suis proche de cette école-là et que j'ai un pied dans la grande distribution aussi par ma naissance, donc je comprends exactement ce qui se passe. Et donc je vois qu'il y a une tension dans cette proximité, il y a une frontière et qui est ignorée par tous les acteurs du champ qui fabriquent la forme. Donc là c'est un film où j'ai dû couper du matériel parce que j'étais agressif avec la caméra.
Donc c'est pas dans le montage, mais on le sent quand même. On ne fait pas de politique ici, on présente un ouvrage lié, l'ouvrage qui a été présenté est lié au développement des supermarchés, donc c'est une histoire familiale des supermarchés. Ce n'est pas un ouvrage politique, hein. Je ne le pense pas. Est-ce qu'il y a des héritiers de grandes familles de la distribution qui peuvent venir faire un cocktail ici au Sivan? Écoutez, je crois que je pense que vous posez toujours le même genre de questions. Vous pouvez interrompre là, s'il vous plaît. Si vous voulez. Oui, et je vous interdis d'utiliser, je ne sais pas par qui vous êtes payé, ce que vous voulez, mais franchement, ça ne va pas. Par personne? Mais alors, je vous interdis d'utiliser, je voudrais que vous me donniez la cassette. Non, ça, c'est ma propriété privée. Mais je vous interdis et je vous ferai un procès si vous commencez à distribuer. Nous n'allons pas être les seigneurs qui vont libérer Bruxelles des investisseurs immobiliers. C'est une réalité. Moi, je ne peux pas, en même temps, je peux, comme toi tu le fais, essayer, par le travail qu'on fait, faire une analyse intéressante de la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous seriez prêt à organiser une exposition dans les petits cafés de la galerie Ravenstein? Je dirais, dans la façon que tu le dis, dans l'intérêt uniquement, de l'intérêt immobilier de Robelco, non, mais dans l'intérêt, oui. Dans l'intérêt des cafetiers. C'est-à-dire se mettre du côté des cafetiers et leur donner le capital symbolique de l'art, le mettre de leur côté. Que pour une fois, l'art ne travaille pas pour le promoteur. Je trouve que c'est une bonne démarche de ta part. Je dirais que tu dois être le commissaire. Je vous pose la question à vous. Non, absolument, je trouve que c'est une bonne démarche. Je pense qu'il faut oser mettre... Honnêtement, je ne me suis pas préoccupé aussi clairement et je trouve que c'est une bonne démarche de ta part de faire cette réflexion globale. La réalité, elle est faite de tous un système en fait, de parties. Et il est clair que le regard qui va être porté sur le lieu par ce nouveau public, disons le public du vernissage auquel vous avez assisté, eh bien là, ces gens vont avoir un regard qui sera peut-être de l'ordre du goût, bon goût, mauvais goût. Il est évident que le client des cafés de striptease qui vient ici depuis 10 ans porte un regard sur ce que nous vivons ici, ce que nous voyons comme positif, porte un regard extrêmement différent là-dessus. Alors, est-ce que tout ça se traduit par du bon goût, mauvais goût, vulgaire, élitiste? Peut-être. Je vous dis, je pense que certaines activités vont tout simplement se relocaliser. Et Madame Robelco, là, comment vous appelez votre mari, hein? Mais avec le peu que je fasse ici dans la galerie, j'arrive encore à nourrir des bouches en Haïti. Les bourgeoisies là, de ton bazar, Robelco, machin, de l'art, ils n'ont jamais mis les pieds dans ces pays-là. Moi, je viens de là. Hein? Et je te jure que c'est pas triste. J'espère. Parce que maintenant, on est de la merde et tout bazar. J'ai des soeurs, hein, je ne vais pas les laisser crever la dalle. Hein. C'est incroyable. Maintenant, ils retirent, on va prier pour eux. Parce qu'ils nous retirent le pain de la bouche. Et donc, dans les galeries Ravenstein, il s'agissait de processus évidemment de gentrification. C'est-à-dire qu'il y a les gens d'en haut, qui sont les nouveaux flux entrants, valorisés par les pouvoirs publics, et les flux sortants, c'est les pauvres, ceux qui sont dans les cafés, qui ne comprennent rien, et qui vont regarder le match de foot ce soir, pendant que vous serez en train de regarder mon film. Parce que je dis quitter la galerie maintenant, c'est voilà. C'est par ordre de police, la galerie doit être fermée à minuit. Vous êtes inspecteur de police? Tout à fait, oui. Ça fait longtemps qu'il y a ces interventions dans la galerie pour fermer ou c'est neuf? C'est assez neuf? Non, c'est un nouveau ordre de police, c'est le nouveau gérant de la galerie qui a demandé ça. Mais comment ça se fait que c'est les gérants qui définissent les ordres de police? Le gérant, il gère. S'il a envie que ce soit fermé à 10 h du soir, bah c'est fermé à 10 h du soir. Comment ça se fait qu'une entreprise privée, elle peut faire des ordres communaux qui font intervenir la police? Dans le sens, la police, c'est un règlement. Mais c'est l'entreprise privée qui a décidé du nouveau règlement. Ça fait 28 fois depuis tantôt que je vous le répète gentiment et poliment. Vous voyez pas que c'est sous de la gueule des gens ou vous faites? Vous êtes solidement notre tronche. Vous avez parlé un quart d'heure avec elle, vous êtes venu nous casser la tête pendant 20 minutes. Et maintenant, vous continuez à nous casser la tête. Je discute avec les deux. Je discute avec les deux. Non, il n'y a pas à discuter maintenant. C'est tout, c'est comme ça. Et vous en êtes où dans votre... Je continue des interviews. Hein. J'ai beaucoup de points de vue qui sont très différents. C'est vrai? Ah, le changement ne va pas toujours... Par définition, qui dit changement dit certains intérêts, certaines personnes en bénéficient. Dans
les types de performances que vous avez fait, là je m'en excuse mais j'ai plus le titre du film en tête, il y a ce défilé de l'église, une procession religieuse que vous mettez en scène donc dans Bruxelles et donc qui va bénir le processus de gentrification. C'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Donc on vit dans une commune à Saint-Gilles, dans le sud de Bruxelles, qui est une commune socialiste, et toute la politique du bourgmestre, c'est de faire son modèle, c'est le Montmartre de Paris, donc qui est des artistes qui viennent, beaucoup de Français aussi, il y a une journée annuelle consacrée à l'accueil des Français. Donc c'est un grand phénomène à Bruxelles de gentrification, c'est les Français, entre autres. Et donc il y a tout un quartier populaire qui se trouve dans le bas de Saint-Gilles. Le haut c'est à 100 mètres et le bas c'est à 0 mètres. Et là il y a une gare TGV. Et vous savez que les gares TGV c'est les zones érogènes pour la promotion immobilière et le politique. Et donc ils ont fait un grand levier immobilier. Et donc c'est les quartiers populaires avec des maisons de propriétaires, mais des petits propriétaires. Donc généralement c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, des ouvriers et qui ont leur petite maison. Et qui ont été expropriés pour cause d'utilité publique en extrême urgence. Alors c'est des possibilités de facilité d'expropriation qui ont été votées pour la construction de chemins de fer. Donc comme il y a un intérêt public supérieur, on peut exproprier les gens très rapidement. Et donc ils ont utilisé ces lois-là pour exproprier des gens, mais c'était pour construire des immeubles de bureaux dans le bas de Saint-Gilles. Et donc pendant 10 ans, ces gens vivaient avec cette épée Damoclès qu'ils pouvaient se trouver expropriés du jour au lendemain. Donc ils vivaient dans des maisons qu'ils ne pouvaient même plus entretenir ou avoir des travaux de rénovation, etc. Donc il y avait pendant 10 ans l'organisation d'une baisse de la valeur immobilière, ce qu'il y a souvent dans les premiers temps des politiques de gentrification, c'est qu'on dévalorise l'habitat, pour pouvoir le racheter pas cher, évidemment. Donc il faut un peu de patience, il faut beaucoup d'argent. Et donc pendant 10 ans, ils ont complètement dévalorisé et petit à petit, ils ont réussi à grignoter. Et sur les maisons d'habitants, ils ont construit des bureaux. Et c'est une triste tradition à Bruxelles, puisque les institutions européennes ont été construites sur des maisons aussi, et qui ont donné lieu à des batailles de citoyens et d'habitants pour lutter contre ça et essayer au moins de pouvoir être relogés dans les mêmes conditions, qu'ils n'y perdent pas, puisque généralement c'est le travail d'une vie. Capitalistes, vous êtes l'Europe. Le quartier Midi vous appelle. Le quartier Midi vous offre son art urbain. Le quartier Midi s'offre à vous, terrain nu. La police vous protège. Capitalistes, ensemencez notre avenir. Que vos érections de tours répandent la prospérité sur le quartier Midi. Ensemble, nettoyons la brousse du bas de Saint-Gilles. Que Bruxelles brille enfin des 12 étoiles mariales du drapeau européen. Cher Tours, je te bénis. Que ta gloire rayonne jusqu'au fin fond du bas de Saint-Gilles. Que les actionnaires te rendent grâce jusqu'à leur dernier soupir. Moins de logements, plus de bureaux. Moins de logements. Oui à la sécurité, non à la sécurité sociale. Oui à la sécurité, non à la sécurité sociale. Le matin, on était à 3, on avait préparé tout le matériel et on disait aux gens, bon, venez assister à une grande procession. Et en fait, quand les gens arrivaient, on les déguisait nous-mêmes. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens deviennent acteurs en fait.
Et donc tous les gens qui sont venus, ben, ils ont fait la procession avec nous et puis on a passé une journée qui était une journée très pluvieuse. Mais l'idée de la culture, c'est de la pratiquer ensemble, quoi, d'être acteur. Et c'est une grande joie de pouvoir créer un dispositif dans lequel les gens rentrent et qu'ils puissent eux-mêmes animer le dispositif. Pour moi, c'est ça le... c'est ça ce qu'on a perdu dans nos cultures un peu... peut-être un peu chrétienne ou un peu républicaine, quoi, cette séparation, ouais, du sacré et du profane. Et il y a beaucoup d'autres cultures où, mais il y avait chez nous évidemment des danses, des chants, et la culture c'est ça, quoi, c'est quand on est acteur de soi-même en groupe des choses et qu'on les partage, quoi. 1961, le 6 juillet, Gérard Mullier ouvre le premier magasin à la périphérie de Roubaix face au quartier neuf des Hauts-Champs. 30 personnes y travaillent, on trouve tout sous le même toit. Sur le parking, on distribue déjà l'essence. La réussite de mon fils m'a certainement beaucoup satisfait, mais ce qui m'a satisfait le plus, c'est qu'il a créé. Pour moi, c'est plus important. Mon père m'a aidé en me disant, eh bien, écoute, il y a un développement important des hypermarchés aux États-Unis, il faut faire la même chose en France. Et puis c'est comme ça qu'on a démarré. Donc ça, c'est Gérard Mullier, qui est le pape familial, qui est toujours vivant. C'est-à-dire qu'il y a différentes entreprises maintenant, bon, Decathlon, qui habille, Auchan, toutes ces choses-là. Si vous voulez des renseignements là-dessus, vous allez sur un site internet. C'est Bertrand Gobin, je crois. C'est un journaliste qui a un blog sur la famille et vous aurez toutes les informations là, mieux que moi. Mais de l'intérieur, ça veut dire qu'on est héritier, c'est-à-dire qu'on détient des parts d'entreprises et des actions. La famille est une entreprise aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de DRH qui s'occupe de la gestion affectio societatis. Voilà. Il y a des gens que ça fait rire, c'est bien. Donc en fait, il y a une... Moi, ouais, c'est assez particulier, mais donc il y a des activités permanentes qui sont organisées par des professionnels qui créent du ciment et un sentiment d'appartenance. Et le tout est dans une croyance catholique de droite qui est complètement assumée. On voit dans ton film d'ailleurs une scène où la famille se rassemble. Ouais. C'est tous les ans ou c'est... Alors là, parce qu'il y a une scène dans une église où donc toute la famille est rassemblée, quoi. En 1958, ils ont fait ce pacte familial qu'ils appellent le tous dans tout, qui fonde la société d'actionnaires. Et ça s'est passé à Ostende, cette discussion et ce pacte-là. Et là, c'était l'anniversaire du pacte de l'année passée. Et donc, tout le monde s'est retrouvé sur la plage à Ostende et il y avait une grande messe. Et donc j'ai réussi à prendre quelques images, mais je tremblais, j'avais pas ma caméra, c'était un petit appareil photo. C'est très émotionnel pour moi de tirer du matériel de là. Parce que ça me met dans une position en porte-à-faux, quoi. D'ailleurs, le film, il est passé une fois au Nova. Le film était très facile à faire. Donc ça, c'est ce film-là, c'est mon papa dans sa piscine, La force des choses. Donc il était très facile à faire, mais il est passé au Nova il y a 2 mois et ça m'a tétanisé, quoi. En fait, le fait de montrer le film, je suis très mal à l'aise. Donc c'est un truc assez... Au Nova, c'est à Bruxelles? À Bruxelles, ouais. Et donc là, il y avait des gens de ta famille qui étaient là? Ou c'était juste de montrer le film à un public? Normalement pas. Peut-être qu'il y avait un périscope qui était là, mais... Ouais, je sais pas. Je suis un traître. Ma soeur m'a dit, ouais, t'es un traître. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais. Judas. Est-ce qu'ils savent que vous avez fait ce film? Non, je crois pas.
Ils sont pas Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trahi C'est ce qu'il dit. Oui, il y a l'idée, mais c'est une trahison de salon parce que pour l'instant j'ai pas de conséquences quoi. Ouais, je suis pas déshérité ou un truc comme ça, mais on vous le fait sentir. Mais quand j'ai fait mon film sur l'art contemporain, les artistes m'ont dit ouais mais toi Bernard, c'est facile pour toi de critiquer puisque t'es à l'abri quoi. Je peux pas jeter des cailloux sur les artistes parce que dans l'art aussi, il y a beaucoup de croyances. Généralement, les plasticiens, ils travaillent gratuitement, hein, en galerie, tout, parce qu'on leur fait croire que c'est par là qu'ils vont réussir. Et donc, ils participent à un système et ça crée une forme de docilité, quoi. L'avenir des employeurs, c'est que tous les travailleurs soient des artistes. C'est qu'ils croient. Ils croient que le truc qu'ils font, c'est de l'art, quoi. Alors là, vous y mettez à fond, vous travaillez gratos. Je suis content, très content. Content d'être avec vous parce que vous avez tous ici la volonté profonde d'avancer vers l'excellence du bien, l'excellence du beau, l'excellence du bon pour l'homme que nous servons. Comment puis-je vous aider tous à réussir le présent tout en préparant chaque jour le futur? Je vais essayer de vous exprimer quelle est ma vision, quel est mon projet, quelle est ma stratégie, quel doit être notre avenir. En tout premier lieu, je voudrais vous rappeler, il n'est de richesse que d'homme. Tu mets en image donc effectivement ton père dans sa maison et comme beaucoup de maisons, même en Ariège, hein, il y a donc des caméras de surveillance et effectivement quand on a du temps, ton père est à l'âge de la retraite, mais peut-être ça fait longtemps qu'il a beaucoup de temps. Ça, on ne le sait pas parce que dans le film rien n'est rajouté, c'est juste du vécu, de l'observation. Et bien effectivement, il peaufine son système de surveillance et puis il s'occupe de sa maison. Et ça, c'était au-delà même de l'histoire parce que le film ne nous décrypte pas complètement l'histoire. Enfin, tu ne nous donnes pas, c'est pas un film historique sur la famille Muliez, hein, Bernard vous l'a dit, vous pourrez pour ça trouver des informations intéressantes dans d'autres sites ou d'autres documents. Mais il nous matérialise aussi depuis de l'intérieur une posture de nanti. Et le nanti qui, comme le disait Ziegler hier, qui donc a peur. Et c'est quand même aussi aujourd'hui l'histoire de l'Occident et de l'Europe. Donc ça c'était la première chose qui nous a plu. Est-ce que pour toi c'était une des premières choses que tu avais envie de raconter dans ce film? Ça parle pas de ma relation à lui. Donc il n'y aura rien, ou très peu de la relation père-fils en fait. C'est pas dedans. Mais on le voit chez lui dans... plus on possède, plus on doit gérer sa possession. Et en l'occurrence, lui, cet homme-là, il a un jardin qui entoure sa maison et il reste dans ce jardin-là. Et c'est un jardin où, dans sa maison et son jardin, il y a beaucoup de domotique. Donc c'est très compliqué d'électricité où on peut envoyer des questions et des réponses aux interrupteurs. Donc ça fait des interrupteurs avec 16 boutons. Et c'est très compliqué, souvent en panne. Et ça marche pas quoi en fait. Et donc il y a beaucoup de caméras. Donc je montre ça comme une manière un peu triste aussi de s'occuper. Et aussi c'est je crois c'est au-delà d'une sécurité d'une attaque extérieure ou je crois que le démon extérieur, c'est l'impuissance en ce qui le concerne lui, puisqu'il possède beaucoup, mais il n'est pas très à l'aise parce que c'est quelqu'un qui respecte le capitalisme, qui respecte le concept de travail, mais comme il a hérité, tout son concept de travail s'effondre avec l'héritage, puisqu'il a reçu le fruit, un énorme fruit, sans avoir produit l'effort.
Donc pour quelqu'un qui croit dans le travail et dans ce labeur chrétien, il y a une forme d'impuissance d'un homme impuissant. Et c'est toujours comme ça que je l'ai vu, de manière un peu dérangeante quand j'étais jeune homme. Et je dis, mais et cette impuissance est accompagnée d'une agressivité, évidemment, puisque souvent c'est là qu'on est agressif, c'est quand on vit une impuissance intégrée, quoi. Et donc ce jardin, ça lui permet d'être acteur, d'être puissant. Donc les pannes, l'entretien. Et en fait, il y a presque un mythe de rapport à la terre qui réapparaît comme ça. Et qui lui dit, je fais quelque chose de juste et de proche, dans l'idée du bricolage, hein, de pouvoir réparer les choses soi-même et tout ça. Et aussi, ça le protège des châteaux en Espagne. C'est-à-dire qu'il n'a pas des bateaux à voile, des yachts ou une collection de bagnoles et tout. Et il s'arrête au territoire autour de sa maison. Et donc, c'est en même temps... c'est quelque chose, c'est une forteresse, mais qui le protège de lui-même, de ce qu'il pourrait faire s'il sortait à l'extérieur et qui commençait à brûler, quoi. Donc, c'est une espèce de couvercle. Et d'ailleurs, ses frères ou ses cousins qui sortent dehors et qui brûlent sont cette espèce de modèle, cette espèce de pôle attractif mais répulsif, quoi, et qui le trouble tout le temps. Par exemple, il a des alter ego, frères ou cousins qui ont des bagnoles, des yachts et tout ça, et des résidences partout, et il en parle pendant tout le film. Et il est tout le temps en tension avec ça. Et son jardin, sa maison, ça le protège de ça. Et après, on part en Afrique. Parce qu'ils sortent quand même. On part en Afrique. Je présume qu'il y a beaucoup de gens au milieu maghrébin, ou nord-africain, pour qui la relation à la culture locale, je veux dire, est sans doute différente. Hein. C'est toute la question de l'enracinement qui se pose. Hein, donc, c'est généralement des jeunes qui sont nés ici. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, mais ils sont issus d'une autre culture. Enfin, culture, c'est aussi un concept un peu contestable, mais donc ils sont issus d'une autre culture et qui découvrent un patrimoine qui est un peu le leur, sans être le leur. Donc, que vendait Deleuze avant d'être célèbre? D'abord, c'était une denrée coloniale et vin spirit. C'est quoi spirit en fait? C'est les alcools et tout ça. Ah, ok, ça va. Les denrées coloniales, tu sais c'est quoi? Je suis pas sûr. Je pense c'était des produits qui venaient des autres pays, non? Ouais, des colonies? Des colonies, on va dire, comme des pays en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a eu beaucoup de colonisation. Il y a eu les Portugais, les Anglais, tout ça. Donc je pense que ça venait du Congo, non? Certainement, oui. Certainement. Parce qu'avant, la Belgique et le Congo, ils avaient des échanges. Et voilà. Pour l'instant, j'ai juste ça. Super. Merci. Qui fait une machine avec du café, voilà. Ah ouais, il a les yeux en café. Oh non, j'aime pas le café. Mais moi j'aime bien le lait. Non, t'aimes bien le café? J'ai vu aucune indication par rapport au système économique esclavagiste colonial. Il y a ce buste qui est là, qui est présenté, mais il n'y a aucune explication sur le système auquel il appartient. Mais il n'appartient pas à un système, ce buste a été fait pour être présenté dans certains magasins de Deleuze qui présentaient les produits de la colonie. Nous sommes en 1928, c'est-à-dire une époque où le Congo, et plus le Congo, l'État indépendant du Congo, mais le Congo belge. Et le but de montrer cet objet, c'était pas de dire c'était scandaleux, les nègres étaient exploités. Je dis c'est une réalité. Cet objet se trouvait dans les succursales. Aux gens d'interpréter, aux gens de comprendre, aux gens de chercher. L'histoire du Congo belge, on ne l'apprend pas à l'école en Belgique. C'est un truc qu'on apprend ensuite, après.
Si on veut bien s'y intéresser. Oui, c'est un travail à entreprendre, quoi. Et donc, j'essaye, bon, mon pauvre papa, évidemment, j'expérimente tout ça un peu sur lui. C'est une bataille de première ligne avec le père, quoi. J'ai jamais été aussi proche de lui que pendant le tournage. Donc, c'est étonnant, mais pour trahir, il faut être très proche, quoi. Donc, c'est un truc étrange, hein. Je répète, ça n'a pas été difficile à faire. Le plus difficile, c'est vous le montrer. C'est ça le truc qui me met mal à l'aise, quoi. Je me demande si le plus difficile, c'est pas de nous présenter le film, mais plutôt de le présenter à votre père, quoi, en fait. Hein, parce que nous, on regarde le film, mais le jour où votre père va voir le film... Il l'a vu. Hein. Ah, il l'a vu. Et alors, comment il a réagi, en fait, en voyant ce film? Alors, dans un premier temps, il m'a dit qu'il s'attendait à quelque chose de plus vache. Comme il me connaissait, il m'a dit ah, ça va quand même. Et puis en fait c'est après. Après il a dû cogiter, en parler et il s'est rendu compte. Il m'a dit mais les gens ils vont le voir ce film. Et ben, j'ai dit bah ouais, moi tu connais, moi je fais des choses pour qu'elle soit vue, quoi. Et c'est là où c'est devenu douloureux pour lui. Ouais. Et donc là il m'a dit non. Je m'oppose à la diffusion, il s'est fâché, quoi. Alors je dis ouais bon, ça c'est maintenant nos intérêts divergent. Bah, en même temps ce n'est qu'un film, hein, mais je crois que j'essaye de profiter de ma position, de mon point de vue, d'essayer de l'objectiver, quoi, de voir où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je peux faire. Là où je suis et qu'est-ce que je peux voir que les autres peuvent pas voir, et donc c'est mon travail d'artiste, quoi. Je crois qu'un artiste, c'est ce qu'il doit développer, c'est un point de vue et être conscient de son point de vue, c'est-à-dire où est-ce que je me trouve, comment je peux objectiver ma position, et ça dépend d'une position sociale, etc. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire, quels sont mes outils. Je travaille avec des outils assez simples. Le film, j'ai tout fait. Je travaille avec une caméra de vidéo familiale et c'est toujours un peu ma méthode de travail de travailler de manière très légère et très souple. Mais c'est une question de point de vue et c'est de là qu'on peut attaquer, quoi. C'est souvent comme ça où la nouvelle génération peut montrer justement à l'ancienne une différence qui ne s'inscrit pas toujours en fait. J'espère, mais j'ai des enfants, donc ça risque de me péter à la gueule aussi. Merci beaucoup Bernard pour cette première rencontre. Et je pense que vous serez nombreux ce soir à nous rejoindre dans la salle. On se donne 5 minutes et on fait la conférence pas pressée.